Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, ce nouveau numéro de Café Débat en ce début de semaine est consacré notamment à la vie du parti UFR, Union des forces républicaines, dont le président nous reçoit ici chez lui. Il s'agit de M. Sidia Touré, président donc de l'UFR. M. Touré, merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci surtout. C'est un plaisir pour moi. Merci surtout de votre disponibilité. Merci. Je rappelle qu'avec lui, on va parler, comme je l'ai dit, de la vie de l'UFR depuis 2010 jusqu'à maintenant, mais aussi des sujets du moment, des sujets brûlants, notamment l'installation des élus locaux qui est en cours maintenant sous fond de beaucoup de pagaille, comme certains le disent, mais aussi de violence à certains endroits d'ailleurs. Quel est le regard de l'UFR, la situation que l'UFR traverse dans cette phase d'installation de nos élus locaux? Monsieur Sidia se prononcera sur ce sujet, tout comme les crises institutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle. Là-dessus, il va donner son avis, mais également en tant qu'économiste, il va porter son regard sur la gouvernance actuelle économique de notre pays. Alors donc, pour commencer, Monsieur Touré, première question, comment se porte le parti UFR? Écoutez, je peux dire plutôt bien. Nous sommes sortis des élections communales dans les conditions que vous connaissez. Ça a été des élections manipulées à tout point de vue. Et 8 mois après le vote, nous en sommes encore à travailler, à savoir comment mettre en place des exécutifs communaux. Je vais vous rappeler que la Côte d'Ivoire a fait des élections communales, locales et départementales hier. Depuis hier nuit, des résultats tombent. 80% des résultats ce matin étaient déjà disponibles, c'est-à-dire en moins de 24 heures. C'est vous dire un peu quel est l'état de notre pays à l'heure actuelle sur le plan, disons, politique, électoral et autres. Nous parlerons tout à l'heure des situations politiques, mais restons un peu avec l'UFR, comme je l'ai dit. Vous dites que le parti se porte bien. Je veux faire un peu de rétrospective en partant de 2010 jusqu'à maintenant. L'UFR qui justement a été ce parti assez dynamique, vivant, transversal, qui a fait des scores assez séduisants aussi depuis l'élection de 2010, mais selon les constats qui, à chaque expérience électorale depuis 2010, pour certains perdent le terrain. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Non, c'est vraiment pas l'impression. Les résultats des élections en Guinée ne reflètent pas la réalité du terrain. Depuis 2010, la volonté du gouvernement en place a toujours été de présenter notre parti comme étant la troisième force politique. Étant entendu que nous savons ce qui s'est passé au premier tour de l'élection présidentielle de 2010. Donc cette volonté perdure et nous subissons de plein fouet l'impact de l'administration dans le processus électoral, notamment dans nos différents fiefs de la base Guinée et de Conakry. Donc la dégringolade qu'on voit dans les chiffres, 2010, 15%, 2015, ça descend, c'était pas 15%. 2010, au départ, nous avions 22%, qu'on a ramené à 15,75, ainsi de suite à 15%. On sait dans quelles conditions, nous n'allons pas refaire tout ça. Ce que nous savons, c'est que au sortir des élections législatives de 2013, comme vous le savez, à Conakry, ici en Basse-Guinée, nous avons gagné nos fiefs habituels, bien qu'en 2010, au premier tour, j'avais gagné tous les bastions de la Basse-Guinée, sauf Kindia. Et à Conakry, j'étais donc premier à Matoto, à Matam et à Kaloum. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons présenté des uninominaux. Donc il y a une volonté délibérée de faire cela, mais il y a un véritable retournement de situation aujourd'hui qui fait que le parti progresse énormément et nous l'avons vu dans le cadre des restructurations que nous sommes en train de mettre en place. Il y a réellement un regain. Notamment, nous l'avons constaté aussi au moment de l'installation des exécutifs communaux, quand on a voulu créer des problèmes là où on était, malgré toutes les tricheries majoritaires, les gens se sont soulevés pour régler ça. Donc nous pensons que le dynamisme revient et nous avons des problèmes, des échéances devant nous qui font qu'il y a une remobilisation très sérieuse au niveau du parti à l'heure actuelle. Pourtant, le parti au pouvoir
laissé entendre, même l'UFDG, comme quoi ils étaient en train de vider l'UFR de son contenu, sur le terrain bien sûr. Donc est-ce que vous dites qu'aujourd'hui l'UFR reste ce parti transversal, ce parti qui a davantage de militants, mais davantage d'adhésion aussi en son sein? Est-ce que cela se remarque? Vous assistez très souvent à nos assemblées générales le samedi. Il n'y a pas un samedi où nous n'avons pas de nouvelles adhésions au niveau de notre parti. Il n'y en a pas. Vous avez vu, malgré l'intervention de l'administration, les résultats que nous avons fait en Haute-Guinée et en forêt, au niveau des populations locales. Donc c'est dire que la transversalité de l'UFR continue d'être appliquée. Il y a de nouvelles donnes. Vous savez, quand un parti prend le pouvoir en Afrique, notamment en Guinée, et que vous mettez non seulement l'administration, vous mettez l'argent, vous mettez un certain nombre de choses dans le fief comme Conakry et autres, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau, mais qui sont en train d'être résolus parce que les gens voient le problème autrement dans les 2 ans à venir. Des problèmes comme le fait que le parti au pouvoir, usant de l'argent et du décret, de puiser dans votre parti, dans vos bastions. Ça va de soi, mais ce n'est pas surtout ça, c'est surtout aussi l'implication directe de l'administration, les préfets, les sous-préfets. Nous l'avons vu partout, où notamment les élections se sont passées cette fois-ci. Donc ça, c'est un peu ce qui impacte. Pas la réalité de vos performances, mais c'est la réalité de la volonté du pouvoir de faire qu'on puisse réduire cela et qu'on en reste toujours au schéma qu'on connaît et qui est un peu avantageux pour eux, à savoir un schéma entre 2 communautés, ce que nous essayons d'éviter. Donc l'UFR reste toujours ce parti dynamique et qui défendra un peu mieux, disons, notamment ses votes. Mais vous savez aussi, j'ai fait une intervention dernièrement sur le problème du fichier électoral. Dont nous allons effectivement parler tout à l'heure. Lequel nous sommes particulièrement désavantagés dans nos fiefs. Nous parlerons de cela tout à l'heure. Alors, avant de finir de parler de l'UFR, une actualité liée au parti, c'est le retour de quelqu'un à un moment donné qui semblait être un peu en guerre avec l'établissement du parti pour remplacer Honorable Baïdi, qui a été en ce moment nommé à la Banque centrale. Il s'agit de Cheikh Touré qui d'ailleurs s'est illustré dans la grève des travailleurs au port. Comme par hasard, on l'a vu tout de suite reprendre sa place après qu'il a séjourné un peu en prison. Il y en a qui voient derrière une sorte d'arrangement entre Alpha Condé et vous pour le calmer. On lui donne son poste. Ça n'a totalement pas de sens. Ceux qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. Cheikh Touré a commencé le parti avec nous. C'était les jeunes de l'UFR. À Kaloum. À Kaloum, qui ont porté le parti et qui d'ailleurs sont intervenus en 2011 quand on a voulu arrêter Baïdi, qui ont fait les manifestations à Kaloum pour qu'il soit libéré et qu'il puisse prendre la place qu'il a prise en tant que député. Baïdi a quitté son poste, cela faisait pratiquement 11 mois. Vous pensez que réellement un parti doit rester pendant 11 mois, ne pas avoir de député uninominal? Oui, pendant ce temps, lui, il a voulu être installé. On lui a opposé une certaine... Parce que tout simplement, entre-temps, de par un certain nombre de comportements, il avait été exclu du parti. Donc on ne pouvait pas le remettre en place comme étant un député de notre parti. Parce que la loi nous permet, en tant que groupe parlementaire, de récuser les personnes qui ont démissionné ou qui... disons, ont été exclus du parti. Voilà. Donc ça, c'était prévu par la loi. Il se trouve que pendant tout ce qui s'est passé là, Cheikh Touré a demandé à rencontrer donc, le bureau politique du parti. Il a commencé par voir les militants de Kaloum. Ils se sont entendus pour savoir qu'il demandait son retour dans le giron du parti. Et le bureau politique s'est prononcé là-dessus. Nous avons donné notre accord à ce qu'il revienne. Parce qu'entre-temps, il nous a démontré qu'il pouvait encore reprendre sa place au sein de l'UFR, qui reste quand même un parti d'opposition. Alors, donc, si vous avez accepté que Cheikh Touré revienne, parce qu'entre-temps, il s'est assagi, mais en même temps, on l'a vu sur le terrain de ce que certains appellent la révolte au port autonome de Conakry. Est-ce que vous pensez qu'il a abandonné ce parti fougueux, énergique de Cheikh? En même temps, la coïncidence entre le fait qu'il sorte de prison et qu'il revienne prendre... Non, ça n'a rien à voir. Il est devenu syndicaliste parce qu'il était employé au port. Voilà.
Mais à partir du moment où il a été supporté par nos militants à Kaloum, nous estimions qu'il avait sa place à revenir et ça nous permettait de régler le problème d'un manque de députés à la uninominale de Kaloum. Vous savez, expliquons les choses clairement. Kaloum, c'est le fief de l'UFR depuis 2000. Même au temps de Conté, Kaloum était le chef de l'UFR. En 2017, notre représentant à Kaloum, qui était notre député uninominal, qui devait être candidat à la mairie, est retiré du circuit vers la Banque centrale. Nous nous retrouvons sans candidat. Il était difficile de préparer un nouveau candidat en 2 mois. Entre-temps, on donne beaucoup d'argent à la jeune dame qui est arrivée là-bas, ce qui fait que nous perdons notre fief alors que cela n'est jamais arrivé. À partir de là, nous nous sommes mis à réfléchir, savoir de quelle manière est-ce que nous allons relancer le parti à Kaloum. Quand Cheikh est revenu, auréolé quand même du fait que non seulement c'est un ancien militant, mais qui a fait son mea culpa par rapport à cela, l'opportunité politique voulait qu'on le reprenne pour qu'il reprenne le flambeau à Kaloum, ce qui a été clairement fait d'ailleurs. Et ce qui arrange aussi Alpha Condé en ce qui concerne le port. Ça n'a strictement rien à voir, parce que le fait d'être devenu député n'empêche pas que le débat sur le port continue. Bien sûr. Voilà. Sauf que ça s'est calmé entre-temps. Alors oui, on va changer de sujet. Je ne pense pas, non, je crois qu'il faut qu'on clarifie les choses. Il n'appartient pas à un individu seul de régler des problèmes de ce genre. Bien sûr. Voilà, donc Cheikh n'est pas le seul gars qui règle. Et puis je pense que le syndicat du port, il y a énormément d'autres personnes qui sont concernées par cela. Bien sûr. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est que nous avons remis en place un leadership à Kaloum qui nous permet de reconquérir notre fief de Kaloum. C'est ça qui est important. Alors avec Cheikh, vous êtes sûr que vous reprendrez le pouvoir à Kaloum? Je veux dire le terrain, vous regagnerez le terrain que vous avez. On a regagné déjà le terrain à Kaloum. On va aller dans le registre politique cette fois-ci et l'actualité. C'était politique ce qu'on est en train de dire. Bon, cette fois-ci électorale. On va dire électorale. Oui. Je disais tout à l'heure que l'actualité brûlante, c'est l'installation des élus locaux. Vous avez parlé de 8 mois depuis que les élections ont eu lieu. Puis après, le ministre de l'administration du territoire a fixé un délai à partir duquel tout devait commencer. Un chronogramme a suivi, mais sauf que dans ces 2 jours, il y a une certaine confusion qu'on remarque un peu partout dans le pays, même de la violence, par exemple à Guéasso. Et vous, dans le cadre des accords que vous avez eus avec le RPG par endroit, semble être violé, ignoré, et qui vous a même frustré. Alors quel regard aujourd'hui vous portez? C'est vous qui dites ça. Vous ne m'avez pas vu pour que je puisse vous dire quand je dis vous, le parti, on a vu le parti lever le ton entre-temps. Un parti n'est pas frustré, un parti n'est pas une personne. Bien. Un parti élève le ton par rapport au fait que des accords ont été signés et n'ont pas été respectés. Le RPG a signé des accords avec l'UFDG, on a signé avec nous, pas dans les mêmes circonscriptions. Nous, effectivement, nous avions des accords abouqués qui n'ont pas été respectés, mais soyons clairs. Dans cette affaire, le désordre l'emporte surtout. On vous dit que nous allons commencer la mise en place des exécutifs communaux le 5, mais qu'à partir du 5, nous allons commencer d'abord par la formation, le déploiement des superviseurs, et que le vote en lui-même ne commencera que vers le 13 et le 14 ou le 15. Le samedi matin, le 6, moi, dans les sous-préfectures autour de chez moi, les gens étaient déjà là pour venir installer les EAD alors qu'on n'était pas informés. Donc il a fallu aller chercher certains des conseillers qui n'étaient pas là et qui étaient très loin. Donc c'est vous dire qu'il y a certes un désordre, mais il y a également une volonté d'organiser des choses vraiment dans le manque de transparence le plus complet, mais ça c'est pas étonnant en soi. Donc ce que nous dénonçons, c'est le fait que dans un pays normal, un calendrier se met en place et on vous indique, voilà, tel jour nous allons mettre en place des exécutifs communaux de telle commune rurale, de telle commune urbaine. Et tout le monde a le calendrier. Bien sûr. On se prépare en conséquence. Mais le RPG attend, quand ils ont fini de faire les tractations, on décide que ce jour-là, nous allons installer. C'est ce qui s'est passé à Bouquet hier. Avant ça, vous avez parlé du cas de Douprou. On a parlé du cas de Douprou. Le préfet était là pour se mettre là, pour demander. Bon, les gens ont résisté. Et dans tous les cas de figure, il s'est retrouvé que pour obtenir ce que vous avez gagné
dans les urnes et qui a été reconnu par rapport à d'autres qui ne l'ont pas été, vous êtes obligé d'être assisté de la masse des militants pour vous sortir de là. Dans le cas de Bokeh hier, on pensait que l'accord tenait. Oh surprise, le RPG a fait une alliance contre nature. Non, pas contre nature, en tout cas une alliance avec l'UFDG. Voilà, pour nous exclure de la mairie. À partir de là, j'estime qu'il n'y a plus d'accord nulle part en réalité. Pourtant, dans le cas de Bokeh hier, où on parle de Tawel justement, qui est élu maire, le RPG fait comprendre que lui-même a été trahi par son candidat qui semble je ne me mêle pas être parti à l'UFDG. Je ne me mêle pas des choses de ce genre, parce que ça c'est de l'enfantillage. Il faut arrêter un peu. Je veux dire qu'on ne peut pas nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Je crois que chaque parti a la capacité de refuser un de ses délégués ou de ne pas le présenter. Donc je ne rentre pas dans ce débat-là. Ce qui reste clair, c'est qu'ils n'ont pas respecté. Voilà, ils ne l'ont pas respecté. Ben, écoutez, nous sommes à même de ne pas respecter non plus notre propre contrat. Parce que l'UFR est censé soutenir le RPG, notamment à Matuto, mais aussi dans d'autres communes. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas respecter la consigne? Nous allons travailler dans le cadre des intérêts de notre parti. Voilà ce que nous allons faire. Et donc il faut voir l'UFR dans les jours à venir, peut-être aller nous allons travailler dans le cadre des intérêts de notre parti. Partout où le problème se pose, nous travaillerons dans le cadre de notre intérêt. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, pour les communes ou les localités où les élus ou les conseillers sont déjà installés, quels sont les acquis pour l'instant pour l'UFR? Parce qu'il y a quand même certains endroits où déjà les élus sont déjà installés. Installés dans 5 ou 6 communes, je ne sais pas, le Poro, Mankontan, ainsi de suite. Nous les installerons à Kolaboui pendant tout, parce que c'est des endroits où nous avons largement gagné, il n'y a pas de problème. On a installé également à Samaya, à Kindia, ainsi de suite, voilà. En ce qui concerne la fermeté du ministre de l'administration du territoire, parce qu'il y a des consignes claires qu'il était censé donner, notamment au préfet, au sous-préfet, vous en avez fait cas, à Douprou, le sous-préfet se serait impliqué. Est-ce que vous pensez que le ministre de l'administration n'a pas été assez clair et ferme à l'endroit de ces préfets et sous-préfets de ne pas s'immiscer dans le processus? Écoutez, nous ne sommes pas de l'administration. Nous avons affaire à un parti politique et un gouvernement qui est issu de ce parti politique. Nous avons des relations avec les partis politiques. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un double langage. C'est tout. Il y a un double langage. Alors qui peut résoudre le problème? Là, c'est la question que nous nous posons. Et si on se réfère par exemple à vous qui êtes à la tête de ces différents partis, vous pour l'UFR, par exemple, Alpha Condé d'une manière ou d'une autre qui négocie souvent pour l'RPG, on lui a posé la question lors de son émission avec les confrères la dernière fois. Il a dit de laisser les partis résoudre ce problème parce que c'est eux qui ont signé cette affaire. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Je viens de vous dire ce qui s'est passé à Abidjan hier. Le vote a eu lieu dans la journée en Côte d'Ivoire. Les résultats, on a commencé à les proclamer à partir de 23 h et ce matin, 80% des votes étaient connus. On connaissait exactement les résultats. Donc, ou vous voulez qualifier votre pays pour aller de l'avant, ou vous installez la pagaille comme ce que nous connaissons en Guinée ici. Mais ce n'est pas uniquement dans le processus électoral seulement, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Voilà. Alors, on va enfin parler du fichier électoral. Vous en avez fait cas aussi tout à l'heure. Il se trouve que les experts qui étaient en train de travailler là-dessus ont fini. Ils ont présenté le rapport aux autorités en la matière, officiellement. Et est-ce que vous y trouvez votre compte? Est-ce que vous avez, je veux dire, vous trouvez des problèmes dans ce travail? Je vais vous donner les chiffres. Hein. En 2010, nous avons fait les élections en Guinée avec un fichier qui comportait à peu près 4 132 000 électeurs. En 2015, c'était à 6 millions et quelques. On avait 2 millions d'électeurs qui sont sortis de je ne sais où entre 2010 et 2015. Et quand vous regardez le fichier électoral, ils sont logés dans les mêmes endroits. Kankan, Farana, Zéro-Corée, dans une certaine mesure du côté de l'Abbé également. Beaucoup moins, 9% pratiquement des nouveaux inscrits qui sont nés le 1er juillet ou le 1er janvier, à peine 9% sont en Basse-Guinée. 40% sont dans les zones que je viens de citer, 30% au Fouta, ainsi de suite. Donc, vous avez un fichier qui est formaté et qui fait que, quelle que soit la manière dont vous votez, vous êtes dans une position qui ne colle pas. Donc, à l'heure actuelle, 1,5 million d'électeurs dans ce fichier n'ont pas d'empreinte. On ne sait pas d'où ils sortent.
une bonne partie du fichier, près de 3 millions de lecteurs d'après ce qu'il dit, n'ont pas été croisés pour savoir si les empreintes correspondent. Donc en réalité, ce que nous avons, ce n'est pas un fichier électoral. C'est quelque chose qui a été monté par Gemalto et Britec, une société tunisienne, qui ont fabriqué quelque chose qui permet de proclamer les résultats qu'on veut bien proclamer. En faveur du RPG, il faut arrêter quoi, pas des enfants. Donc, notamment à Conakry et en Basse-Guinée. Voilà la réalité de ce fichier. Donc avec ce fichier-là, les législatives qui arrivent, la présidentielle peut-être... Non, il n'est pas question, il faut qu'on reprenne. La loi demande que la révision se fasse avant. Et 3 mois sont légalement prévus pour ça. Bien. Le mois est entamé parce que ça devait être octobre, novembre, décembre. Mais il est hors de question d'aller aux élections sans que ce fichier ne soit repris. Et la manière de le reprendre, c'est où on fait un nouveau recensement, ou les prétendus 6 millions et quelques Guinéens qui sont inscrits sur ce fichier se présentent tous pour venir s'identifier avec leur empreinte digitale et les photos et qu'on sache qui ils sont. Bien. Sinon, écoutez, ce n'est pas des élections. Donc voilà les premières réserves déjà émises contre ce fichier qui a été présenté il n'y a pas longtemps aux autorités administratives. Nous reviendrons sans doute là-dessus dans la deuxième partie de cette émission Café Débat, juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité M. Sidia Touré, président de l'UFR, l'Union des forces républicaines, d'ailleurs qui nous reçoit également chez lui ici. Vous l'avez constaté, en première partie nous avons parlé du parcours de ce parti depuis 2010 jusqu'à maintenant. Ce qu'on peut retenir, c'est que le parti l'UFR reste celui qu'il a toujours été, ce parti transversal, dynamique sur le terrain, mais aussi qui gagne du terrain de plus en plus, comme ce qu'a dit tout à l'heure M. Touré, installation des élus locaux, nous sommes là-dessus et nous parlons à présent du registre, je vais dire du fichier électoral, puisqu'il y a des échéances électorales qui arrivent. Vous ne voyez pas d'un bon oeil ce fichier électoral qui vient de sortir. C'est pas moi qui ne vois pas d'un bon oeil, c'est les experts qui ont donné les conclusions, les résultats. Dans le rapport. Voilà, les résultats du rapport que je vous rapporte. À savoir que nous avons un fichier de 6 millions d'habitants alors qu'on était à 4 millions en 2010 et qu'à partir de 2015 on a 6 millions. Il faut savoir d'où viennent les 2 millions. Et quand on le regarde, écoutez, ce sont des fictifs ou bien des gens qui sont plusieurs fois inscrits dans certaines régions de la Guinée. Ça, c'est la réalité. Hein. Il n'y a pas, c'est pas moi, c'est les experts qui le disent. Donc, c'est qu'il a la correction que nous avons, nous, c'est qu'il faut qu'on fait un recensement ou le fichier tel qu'il est, il faudrait que chacune des personnes inscrites sur le fichier vienne se faire reconnaître. Comme ça, on enlèvera les gens qui sont morts, on enlèvera les gens qui... Voilà, les doublons, il y en a au moins pour, je sais pas, il n'y a pas eu d'affiche, on n'a pas du tout fait le dédoublonnage. Donc, il y a des gens qui sont inscrits 3-4 fois sur le fichier. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il est nécessaire... Un pays comme la Côte d'Ivoire, actuellement, qui a 24 millions d'habitants, dont 17 millions de nationaux, ils ont un fichier de 6 millions et demi d'électeurs comme nous, qui n'avons pas 12 millions d'habitants. Il y a un problème. Donc il y a un problème. Oui. Et cette différence, il faut peut-être la justifier, mais il serait nécessaire aussi que d'ici les législatives prochaines, que ce fichier soit remis en ordre. Tout ça est prévu par la loi. Le seul problème que nous avons ici, c'est qu'on veut tourner le dos à la loi à chaque moment et puis faire des choses. Après, on passe le temps à essayer d'expliquer. Non, la loi est très claire. On devrait faire la révision à partir du 1er octobre. La loi est très claire. Chacun de nous devrait participer à ce qu'il y ait un fichier, disons, qui soit accepté. La loi est très claire par rapport à ça. Depuis 2010, nous avons au moins 4 ou 5 opérateurs qui sont intervenus sur le fichier guinéen.
Bien. Et à chaque fois, c'est pour tordre le cou, pour amener des électeurs dont on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent, ainsi de suite. Donc on a des cas comme ça. Vous êtes en train de me parler des résultats. Moi, je prends une préfecture comme Bouquet. En 2010, lors des élections présidentielles au premier tour, j'avais 53 000 voix à Bouquet, dans la préfecture. Le RPG avait 5 860 personnes. À Bofa, j'avais 51% des voix avec pratiquement 24 000 voix. Le RPG avait 616 voix. Aujourd'hui, on prétend qu'ils sont supérieurs. Donc, en fait, parce qu'on a des électeurs dont on ne connaît pas la provenance. Il faut quand même qu'on arrête un peu. Voilà la réalité de ce qu'on a dans le fichier actuel. Bien. On espère que l'administration du territoire fera face à cette demande, à ce problème, notamment pour être en conformité, pour être en conformité avec la loi dans ce sens-là. Et nous ouvrons la page des crises institutionnelles et le focus sur notamment la Cour constitutionnelle qui a connu assez de problèmes et aujourd'hui qui, disons, a un nouveau président sous fond de beaucoup d'interpellations des juristes, comme quoi c'était une démarche illégale, anticonstitutionnelle qui a amené à la destitution de Khalifa Sall. Alors vous, quel est le regard que vous avez porté sur cette crise jusqu'à aujourd'hui où on est, au moment où Khalifa n'est plus président et Mohamed Lamine Bangoura qui le remplace désormais? Je crois que les Guinéens doivent bien réfléchir, doivent bien comprendre dans quel système nous vivons actuellement. Nous sommes censés être une démocratie avec ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Si on me dit que le fait de mettre en place un député à l'Assemblée nationale, il faut interroger la présidence de la République pour ça, il y a un problème. La Cour constitutionnelle ne dépend pas de la présidence de la République. La Cour constitutionnelle est, disons, la voûte suprême du système judiciaire de notre pays. On y a envoyé des gens selon ce que la Constitution a prévu. La manière dont ils doivent en sortir, c'est aussi prévu par les mêmes textes juridiques. Vous ne pouvez pas changer cela tout simplement parce que vous estimez que, paraît qu'il a dépensé de l'argent, ça n'a vraiment pas de sens. Vous faites un audit auprès de chaque direction aujourd'hui ou de chaque société, vous allez trouver des choses de ce genre. Donc il faut arrêter ce genre de comportement. Vous avez vu Donald Trump dernièrement là, il a mis 3 mois pour essayer seulement de nommer un juge. Passer par le Sénat, passer par machin, écouter les parce qu'il était juste soupçonné de viol dans le passé. De viol dans le passé, même pas quelque chose. Mais il a fallu qu'on fasse par le tamis. Donc on ne règle pas ce genre de problème dans la mesure où c'est une institution de ce genre, sur des bases de soupçons, sur des bases de on estime que, ainsi de suite. Cela ne se fait pas comme ça parce que vous déstabilisez les institutions de votre pays. Et en les déstabilisant, vous ouvrez la voie à un genre de gouvernement par une seule personne dans ces conditions, ce qui n'est absolument pas l'objectif de la démocratie. Donc l'UFR, dès le départ, avait publié un communiqué pour dire que, disons, le mode qui a été choisi par prétendu conseiller n'était absolument pas conforme à quelque texte que ce soit. Donc j'estime que c'est totalement illégal et je dis c'est dangereux pour notre pays. Je l'ai dit, je le répète, le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un directeur d'administration centrale. Alors donc qu'est-ce que vous auriez attendu du président Alpha Condé dans ce sens, puisque après tout il a pris un décret et confirmant la nomination ou le choix de... C'est pas lui qui prend un décret pour confirmer, c'est pas son rôle ça. Normalement, quand il y a un problème à la Cour constitutionnelle, le problème qu'on a évoqué ne tient à rien du tout, dans le cadre de la Guinée, il est prévu que cela se règle à la Cour suprême, pas chez le président de la République. Donc vous n'avez pas compris la démarche du président? Je n'ai pas compris, je suis contre la démarche, j'ai bien compris. Est-ce que vous lui avez fait savoir, puisqu'en même temps vous êtes son haut représentant? J'ai fait savoir par les écrits, j'ai fait savoir par la déclaration que j'ai faite. Voilà, je ne suis pas pour. Et il n'a pas réagi non plus à votre point de vue? Écoutez, parce qu'il est censé quand même vous écouter. Mais non, laissez tomber ça. Je veux dire, j'ai réagi en tant que chef de parti politique. Moi, je ne crois pas et je dis, je ne m'adresse pas à Alpha Condé en particulier. Je m'adresse aux Guinéens. Attention, nous sommes sur une pente glissante.
les institutions, c'est ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble tous sur ce territoire-là en se sentant protégés par les lois. Si on commence à les violer de tous côtés et qu'on pense qu'une seule personne, fût-ce le président de la République, mais qui est juste chargé de l'exécutif, peut intervenir à l'Assemblée nationale, intervenir à la Cour constitutionnelle, ben écoutez, la démocratie elle est morte il y a longtemps. Alors, vous êtes un politicien de très haut niveau, dans la rue ou sinon le Guinéen lambda pense qu'il y a une sorte d'agenda caché derrière tout ça, c'est ce qu'on chante partout, troisième mandat. Mais est-ce que vous, quand même, derrière cet acte, depuis le début de la démarche jusque maintenant, vous y voyez une sorte de confusion, d'agenda caché, de non-dit? Écoutez, il y a des choses qui sont claires dans ce pays. Agenda caché ou pas agenda caché, il va falloir sortir un texte. Ben, écoutez, nous sommes tous là, on verra s'il y a un texte qui sort. Il ne peut pas tomber du ciel. Un texte sortira pour nous dire ce que les uns et les autres veulent faire. Et dans ces conditions, on verra si la constitution guinéenne est effectivement notre charte nationale ou si ce sont les décrets ou les machins qui s'appliquent dans le pays. Donc moi, je ne m'inquiète pas, je ne m'émeus pas pour ça. Dans la mesure où je sais que devant nous, écoutez, nous sommes tous là, ça se passera à notre présence. Voilà. Et quand vous dites ça se passera à notre présence, vous voulez parler de quoi? Du genre, si on veut tordre complètement le cou à la loi, pour faire un forcing pour des choses qui ne sont pas permises par la loi, vous mettrez de travers. Mais vous allez faire quoi? Non, je veux dire en tant que politique, c'est là que je pose la question. En tant que Guinéen, vous allez faire quoi? Non, c'est à vous en tant que politique de répondre à cette question, M. Sédia Touré, on est tous des Guinéens. Je pense que nous devons veiller à ce que notre vie commune soit la plus sereine possible pour nous permettre, dans le cadre de nos institutions, de faire avancer notre pays. Quand ce n'est pas le cas, bien sûr que les gens s'opposeront, mais ça, je dis, je ne m'émeus pas par rapport à ça. Bien. Alors, autre crise, c'est dans le secteur éducatif. Vous vous êtes prononcé même là-dessus à un moment donné, mais la crise continue. La rentrée scolaire 2018-2019 est encore perturbée. Et sur la scène, c'est toujours le SLEG et le gouvernement. Les négociations patinent, le ton monte, on parle d'orgueil de la part du gouvernement, mais aussi du SLEG. Quelle est votre analyse de cette autre crise dans le secteur éducatif? Il faut que, dans le cas de la Guinée, il faut qu'on arrête de prendre les choses bout à bout. Mettez tout ça dans un ensemble. Prenez-moi un secteur en Guinée aujourd'hui qui n'a pas de problème, qui fonctionne correctement. Je n'en sais pas. Où vraiment il n'y a pas de soupçons de corruption, où nous ne voyons pas les résultats en train de scandales. Il n'y en a pas. Et ça, je veux dire, un pays ne fonctionne pas comme ça. Le système éducatif, c'est la base de toute possibilité de développement dans un pays. Si votre éducation n'est pas performante, il faut oublier. Et pour que l'éducation soit performante, ben, il faut y consacrer et des moyens, mais surtout également des moyens humains. Donc je pense que ce problème, il devait être pris à bras le corps depuis 2011 et essayer de le résoudre. Parce que nous sommes en train de nous perdre. Regardez, le bac vient de se terminer l'année dernière. Cette année, on a eu quoi? 20 combien de pourcents d'admis. Ça veut dire que chaque année, vous avez à peu près 70 000 élèves de terminale qui sont dans la rue. Ils sont envoyés nulle part. Ah non, on dit qu'on ne les envoie pas dans le système privé parce que le système privé, les gens gagnent de l'argent, ainsi de suite. C'est totalement ridicule. Les capacités d'accueil au public aussi ne sont pas là. Mais il n'y en a pas. On n'a construit aucune université dans ce pays. Moi, je suis désolé. L'université qu'on dit Gamal Abdel Nasser, c'est notre lycée. C'est pas une université. Oui, c'était notre lycée, ça. Celui de son foyer, c'était l'école de police. Donc il faut quand même que, voilà, en 8 ans, j'aurais bien voulu qu'on ait une université ici, où on a quand même un campus universitaire, où on donne l'impression, pas l'impression, qu'on donne aux Guinéens, disons, la direction à prendre au niveau de l'éducation. Moi, je ne vois pas cela. Ce débat sur les salaires et tout ce qui s'ensuit, écoutez, vous avez une corporation comme les enseignants, ils réclament quelque chose. Dans tous les pays du monde, vous vous asseyez et puis vous en discutez. Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, on ne remplace pas 50 000 enseignants élevés comme ça, à moins qu'on ait décidé réellement de détruire complètement le système éducatif de notre pays. Vous ne devenez pas professeur de biologie du jour au lendemain.
Vous ne devenez pas professeur d'anglais du jour au lendemain. Vous n'êtes pas prof de mathématiques parce qu'on a été vous chercher à l'université. Non. Or, actuellement, on est en train de prendre des contractuels. Oui, mais je veux dire que là, il y a une volonté délibérée de détruire l'enseignement en Guinée. Quiconque fait cela, j'estime que tu as une volonté de détruire l'école. Et je dis, il n'est absolument pas impossible de discuter avec qui que ce soit. Je suis arrivé ici comme Premier ministre en 1987, j'étais en pleine grève. J'ai appelé les syndicalistes à la primature, j'ai affiché le budget, puis je leur ai dit voilà ce qu'on a. Voilà le problème, le tableau. Non, voilà le tableau, voilà ce qu'on a dans le budget. Voilà ce qui est consacré à ceci. Voilà que... Si j'ai un programme avec le fonds, ça va nous amener des ressources, je vous paierai 4,5%. Si après la fin du programme ou la deuxième année, nous pouvons avoir l'occasion, je vous donnerai encore 4,5%. Mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de confiance. Hein. Les gens l'ont fait et nous avons opéré de cette manière. Mais dans tous les pays, c'est comme ça que cela se passe. Vous discutez avec les gens. Et c'est cette pédagogie qui manque la pédagogie, au gouvernement actuel? La pédagogie, c'est dans la transparence. Quand la gestion n'est pas transparente, vous ne pouvez pas faire de pédagogie parce que les gens n'ont pas confiance. Et donc, cette fois-ci, on va s'intéresser à votre casquette d'homme économiste, j'allais dire, et votre analyse de la gouvernance actuelle de notre pays. On a parlé de croissance en vue de des chiffres, on parle de performance, les signaux sont ouverts, doing business nous apprécie, ainsi de suite. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que vous pensez que le pays se porte bien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appelez le pays se porte bien? Le pays se porte comme il se porte. Le taux de croissance, c'est une augmentation, je dirais, statistique. La création de richesses, elle peut se faire de tous côtés. Par exemple, dans le cas de la Guinée, c'est porté par les mines. Mais quand vous dites que vous avez investi 1 milliard de dollars dans les mines, vous créez 10 000 emplois. Est-ce que vous croyez que ça règle le problème de l'emploi en Guinée? Donc j'estime qu'il y a un problème fondamental, c'est l'affectation des ressources pour permettre qu'une bonne partie de ces ressources soit consacrée à l'amélioration des conditions de vie. Ça, ce n'est pas perceptible. Hein. Donc les taux de croissance dont on parle aujourd'hui, le dernier rapport du fonds parle de 5,6%. Donc bon, c'est loin de trucs à 2 chiffres. Hein. Et puis je vais dire, même si c'est à 2 chiffres, des chiffres pourquoi? Quand vous faites de la croissance dans le secteur agricole, de la consommation et autres, vous touchez 2 millions, 3 millions de gens. Quand vous le faites dans le secteur minier, ça concerne 10 000 personnes. Hein. Pour les investisseurs et l'État. Si maintenant ces fonds étaient destinés, les fonds qu'on tire de l'exploitation minière, étaient destinés à abonder d'autres secteurs, l'éducation, la santé, construire l'université, construire un machin, faire en sorte que le secteur agricole se développe dans le pays, oui, l'impact serait beaucoup plus grand. Mais si ce n'est pas le cas, l'impact n'est pas perceptible. Et vous n'avez qu'à regarder les populations guinéennes à l'heure actuelle pour savoir exactement quel est leur degré de pauvreté. Et vous êtes aussi quelqu'un qui a porté sur l'agriculture comme facteur de développement. Vous pensez que dans ce sens-là, on n'est pas en train de diversifier l'économie guinéenne en allant vers ce genre de secteurs, l'agriculture, mais aussi d'autres secteurs. Quel projet agricole avons-nous réalisé ici depuis 8 ans? On a Sogipa qui est là, qu'on a trouvé ici. C'est toujours 8000 hectares de palmiers et d'EVA. Hein. Les trucs privés dans le pays, là je ne vois pas. Ils sont 10 fois, 20 fois supérieurs à ça. Donc j'estime qu'effectivement, on n'a pas abondé ce secteur-là pour permettre, disons, de toucher le maximum de nos compatriotes. Moi, j'avais recommandé notamment qu'on relance la production cotonnière, lequel le Mali a 750 000 tonnes aujourd'hui. Nous sommes à, je ne sais pas moi, 2000, je ne sais pas combien. En 2000, quand je partais, 99-2000, nous étions à 40 000 tonnes. Mais quand vous faites 750 000 tonnes comme le Mali, vous touchez 2 millions et quelques personnes qui sont concernées par ça. Je ne dis pas, comme je le dis toujours, qu'ils sont devenus riches, mais ils sortent de la pauvreté. Quand vous avez 500, 600 000 tonnes d'anacarde en Côte d'Ivoire, vous touchez 1,5 million de personnes. Ils sortent de la pauvreté. Donc, quand vous avez du cacao pour 2 millions de tonnes, c'est 4 millions et quelques personnes qui travaillent dans ce secteur. Le problème, c'est de mettre les Guinéens au travail et de leur donner la possibilité d'avoir des revenus. L'agriculture a aujourd'hui la possibilité de faire ça chez nous, à condition qu'on ait une politique agricole, disons, très offensive par rapport à cela. Je ne vois pas ça pour le moment. Et j'en suis
particulièrement inquiet, et ce qui explique un peu cette paupérisation que nous sentons aujourd'hui, notamment à l'intérieur du pays. Alors donc, ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi le président, après vous avoir choisi comme son haut représentant, mais aussi comme son consultant en économie, vous avez même dit à un moment que vous veniez avec lui pour donner des conseils. Si vous êtes écouté, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'avez pas été écouté? Si vous avez donné des conseils au président pour des orientations stratégiques. Écoutez, c'est pas le bon. En tout cas, je ne vois pas, par rapport au projet que nous avons porté, pour essayer d'aider à ce que le pays ne coule pas complètement pendant ces 5 ans, sur l'électricité, sur l'agriculture, je ne vois pas ce qui a bougé. Ça n'a pas avancé, c'est une réalité. Donc on n'a pas pris vos conseils sans doute comme priorité ou en compte? Ce n'est pas un problème de conseil, je pense que c'est un problème de gouvernance générale. Il faut avoir un objectif dans tout cela. Je ne pense pas que ce soit actuellement la vision, l'objectif du gouvernement actuel. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas voulu envoyer de ministre dans ce gouvernement, parce que je n'en voyais pas du tout la nécessité, puisque les objectifs n'étaient pas clairement définis. Donc c'est pourquoi vous avez fait retirer M. Tall du gouvernement? Non, je n'ai pas envoyé de nouveau ministre. Tall sortait du gouvernement de toute façon parce qu'il me l'a demandé 6 mois avant. Mais les nouveaux qui devaient aller, je m'y suis opposé, en tout cas pas au nom de l'UFR. Alors, on va terminer en 1 minute 30 secondes par cet autre sujet politique, l'opposition républicaine, au vu justement de tout ce qui se passe actuellement à l'occasion de l'installation de ces élus locaux et bien d'autres sujets, décide de consacrer cette semaine, ce lundi et demain mardi, aux journées Ville Morte, puis suivront les manifestations de rue. Et puisque vous êtes aussi, on va dire, n'êtes pas content de la situation, est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche qu'il faut mettre ce genre de pression? Chacun fait la démarche qui lui convient. Nous avons eu des contacts avec les gens de l'opposition et des autres partis politiques qui ne sont pas dans l'opposition républicaine, notamment les partis comme le PADES, le PDN et tout ça. Nous allons faire une déclaration commune sur cette question et des réunions sont prévues aujourd'hui et demain. Et lundi, nous dirons où est-ce que nous en sommes. Bien. Et peut-être dernière question, toute dernière, entre Sidya Touré et Alpha Condé, est-ce que le courant passe comme il l'était il y a quelle quelques mois? importance ça peut avoir entre le président de la République et moi? Écoutez, je ne sais pas, on se parle des fois, mais ce n'est pas important. Si, c'est important pour ceux qui vous observent. Non, je ne crois pas que ce soit l'essentiel. L'essentiel, c'est que notre pays soit géré autrement, honnêtement, et qu'on respecte beaucoup plus les Guinéens, qu'on sache que ce pays appartient à 12 millions de personnes et que chacun d'eux a sa part dans la création de richesses qui se fait dans ce pays-là. Voilà ce qui est essentiel. Et quand cela ne se fait pas, et que nous avons de l'insécurité, nous avons des violations aussi flagrantes, il y a des problèmes dans le pays. C'est mon rôle de le dire, que je sois d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. C'est ce rôle que j'assume, et ça, je l'assume totalement en tant que citoyen guinéen et en tant que leader politique. Alors, le message l'a fait, M. Touré, face à la caméra, à ceux qui vous regardent. Il n'y a pas de message particulier. Nous sommes dans une situation extrêmement détériorée au niveau institutionnel, mais également au niveau économique. Je crois que je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que tu as une bonne partie de la Guinée aujourd'hui où on a des problèmes d'accès. Nous étions dernièrement, la mission qu'on a envoyée à Kindia pour aller faire les communes rurales, le compte rendu qui m'en a été fait au niveau de la circulation, au niveau de la situation des ménages, à mon sens, c'est quelque chose de très inquiétant. Notre pays a besoin d'une croissance économique, certes, mais d'une croissance inclusive, une croissance qui permet aux populations de se sentir concernées et d'être prises en compte. Et aujourd'hui, si on veut renverser la situation dans notre pays, il nous faudrait cette croissance à 8% au moins pendant une dizaine d'années. Mais je parle encore une fois, non pas de croissance statistique qui vienne de l'économie minière, mais de croissance inclusive qui permet à 3-4 millions de Guinéens de participer à la vie économique de notre pays. C'est un problème essentiel et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas la pauvreté diminuer. Alors j'insiste encore une fois pour que le gouvernement prenne une orientation dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci M. Touré de nous avoir reçus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
À vous, merci de votre attention. C'était là un tour d'horizon des sujets du moment avec M. Touré, qui était pour sa première fois dans cette émission Café Débat. Sans doute, nous ciblerons un sujet donné, notamment l'économie, pourquoi pas l'agriculture avec lui un de ces jours, pour revenir dans les détails sur ces sujets-là. Merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.